On va changer un peu de domaine, hein, même si on va continuer de parler de notre filière et aussi des entreprises. Mais on va changer vraiment d'axe puisque nous allons parler cet après-midi de la RSE. Et donc, on a des spécialistes qui sont déjà arrivés sur la table, à qui je vais donner la parole rapidement. Et puis ensuite, en deuxième partie d'après-midi, il y aura une pause qui sera peut-être un petit peu plus petite que celle qui a été prévue à l'origine parce qu'on ne veut pas finir plus tard que ce qui avait été prévu. Et donc, après la pause, on abordera un sujet aussi très important sur la perspective de recherche de demain pour notre filière. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a des invités de marque qui sont importants à écouter jusqu'à la fin. Donc, cette table ronde sera animée par Angel Rodriguez. Il est le directeur général de l'entreprise Bioplan. C'est un producteur très innovant d'herbes aromatiques en agriculture biologique. Angel est aussi très au fait du sujet de la RSE, pour avoir déjà beaucoup échangé avec lui sur ce sujet et même travaillé avec lui. Il est une personne ressource et une référence sur le sujet et une source d'inspiration pour moi. Voilà. Donc, c'est important pour nous qu'il soit là aujourd'hui pour animer cette table ronde. Donc, je vais sans plus tarder lui laisser la parole. Il va nous faire une petite présentation d'abord sur son entreprise et aussi la RSE dans son entreprise. Et puis après, il aura le plaisir d'animer cette table ronde auprès des chefs d'entreprise et responsables de RSE dans les entreprises. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend ? Voilà. Oui, alors je vais aller très très vite sur la présentation de Bioplan. Vous allez voir, il y a un QR code à la fin. Vous le flashez même depuis où vous êtes et vous verrez, ça marche bien. Vous avez une petite vidéo qui vous montre qui on est. Et comme ça vaudra bien des discours. Alors, Bioplan, si je suis là aujourd'hui pour parler RSE, c'est que Bioplan, lorsque nous avons créé Bioplan avec les 3 personnes que vous voyez sur la photo, Max et Heiner, nous avions dans l'idée de faire valoir nos acquis d'expérience sur la culture bio, de construire une société dans laquelle on aurait une gouvernance qui serait à l'époque, on est en 2010, alternative par rapport à ce qui était connu dans nos métiers et dans nos filières, basée essentiellement sur une gouvernance RSE et en appuyant notre développement sur les piliers du développement durable, que ce soit sur l'écologie, l'économie et la diversification et bien d'autres choses encore. Et donc, tous les 3, nous sommes producteurs à l'origine, nous sommes maraîchers. Et à un moment donné, j'ai mis au point un pot compostable avec une filière franco-française dans laquelle il a été... on a eu la bonne idée d'y faire pousser quelque chose qui se mangeait. Et donc, c'était des herbes aromatiques en bio. Et on a voulu proposer ça sur le marché, sur un marché compétitif qui était le marché français, puisqu'à l'époque, nos activités se déroulaient en Suisse, où nous avons nos exploitations. Donc voilà, au fil des années, on a fini par, après 2 tours de France, on s'est installé à Angers, on s'y est trouvé bien et on y est resté. Voilà quelques chiffres clés, puisque 15 ans après la création de Bioplan, nous avons intégré un nouveau site que vous pourrez visiter sur le net pour ne pas perdre trop de temps. Nos chiffres clés aujourd'hui, en 2024, 3 790 000 de chiffre d'affaires. Dans ces chiffres clés, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a qu'un salarié permanent, mais aussi des pourcentages. On voit que grâce à l'investissement que nous avons réalisé sur un système qui se veut très performant sur un plan écologique, on a pu faire bouger les lignes sur nos revenus avec 14%, mais il y a 2 autres pourcentages qui sont intéressants à voir. C'est le 69% de consommation d'eau pluviale. Puisqu'on ne travaille en récupérant l'eau sur le toit de nos serres, qui est ensuite décantée, filtrée, et nous travaillons en bio. Et donc, dans cette eau de pluie, nous allons mettre en suspension des matières organiques qui ensuite vont être minéralisées par le compost pour que nos plantes poussent harmonieusement. Et on le fait sur le bassin angevin, une année normale. La pluviométrie sert à couvrir nos besoins. Là, on était sur 2023 et on a eu des périodes relativement sèches. Et donc, on a couvert 69% de nos besoins avec de l'eau de pluie. Donc, l'idée, c'est aussi de veiller à ce que la ressource ne soit pas dispensée. On a aussi donc 2 autres pourcentages, 92 et 93. Ce sont des labels
RSE. Et c'est aussi pour ça c'est ce qui motive aussi mon intervention aussi aujourd'hui, c'est que Bioplan a été un acteur important dans l'élaboration de cahiers des charges, de référentiels tournés à la RSE. Et notamment PME+, puisque nous sommes des acteurs de la GMS, nous apportons toute notre production à la grande distribution. Et il y a des engagements relativement exigeants en matière de RSE et nous faisons partie des 5 mieux notés sur les 200 labellisés aujourd'hui en France sur 1000 adhérents qui sommes à la FEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Donc ces chiffres-là, c'est juste pour vous dire que la RSE, c'est pas une fable, c'est quelque chose qui est devenu, qui dès le départ de la création de Bioplan est un outil de gouvernance et qu'aujourd'hui, il existe des référentiels pour pouvoir nous aider à faire ça. Pour ça, le préalable est d'écrire ces valeurs et de l'écrire et de l'inscrire dans ces statuts. Et donc, nous avons défini notre raison d'être. Donc, nous devons à la Terre d'être de bons cultivateurs pour la planète et pour les générations futures, produire bio et durable sur notre territoire et en grande quantité, des produits sains, accessibles à tous. Et on a tout dit là-dedans. C'est-à-dire qu'on veut faire passer avec nos valeurs un mode de production qui soit sain, sécurisé et durable. Et ce mode de production, on veut que les produits qui sortent de nos serres soient accessibles au plus grand nombre. Donc la cible de marché était définie dès le départ, c'était la GMS. Donc comment faire pour arriver avec un système productif à fournir des prix compétitifs sur le marché du bio en étant durable, éco-conçu et bio. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous pourrez flasher ce QR code et vous irez voir sur notre site internet, vous allez voir, il y a pas mal de choses, et notamment une vidéo en 3D, vous pouvez vous balader, regarder dessus, dessous. Voilà, vous passerez un bon moment, j'en suis sûr. Voilà. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour Bioplan. Pour ma part, je suis ingénieur agro, et puis voilà, j'ai un grand plaisir à être à l'ITEPMAI, dont nous sommes adhérents depuis bien longtemps maintenant, puisque pratiquement depuis la création de Bioplan. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'animer cette table ronde avec 3 personnalités. Je vais citer Alexandre Panel de Pierre Fabre, qui est responsable aujourd'hui de la Green Mission à Pierre Fabre et qui s'occupe évidemment, qui est un docteur SRSE pour les laboratoires. Vous le connaissez certainement tous, puisque je crois qu'il a fait un petit passage dans le coin à un moment donné. Il y a Jean-Raymond Vanier, donc producteur, propriétaire de PMA 28, et donc qui produit des herbes aromatiques dans l'Eure et Loire, et donc pas très loin d'ici, et qui lui aussi a intégré dans ses modes de production et dans sa gouvernance les principes de la RSE. Il va vous en parler. Et puis j'ai Fabien Sallet, qui est ici aussi avec nous, qui lui... c'est quelqu'un qui prend un certain plaisir à faire discuter les gens entre eux. Voilà, c'est comme ça que je peux le définir et que je définis le mieux. C'est quelqu'un qui est capable de coordonner des énergies pour pouvoir aller vers un monde plus durable dans l'entreprise, que ce soit sur les plans organisationnels ou financiers ou purement opérationnels. Son parcours, il va vous l'expliquer un petit peu. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un grand portefeuille et qui est là aussi pour me donner un coup de main pendant cette table ronde, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire discuter ces gens ensemble. Voilà. Donc c'est parti. Alors le contexte aujourd'hui pour vous parler de la RSE, je ne vais pas refaire de longs discours. L'activité humaine a mené au dépassement des 6 limites planétaires. Donc ces 6 limites planétaires, je peux vous les citer, j'ai mes antisèches comme qui dirait. Aujourd'hui, excusez-moi, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les perturbations des cycles biochimiques, de l'azote, du phosphore, le changement d'usage des sols, le cycle de l'eau douce, toutes ces belles choses, en fait, on les a foutues en l'air un petit peu. Et depuis quelques années, on passe beaucoup d'énergie à essayer de rétablir les équilibres. On a aussi voyagé, on a fait venir des nouvelles espèces, on a introduit dans notre environnement des nouvelles entités. Et lorsqu'on a dû gérer le développement durable, on a donné la priorité aux gaz à effet de serre. Rappelez-vous le trou de la courbe d'ozone, les gaz, etc., etc. On a oublié un petit peu la biodiversité, on a oublié bien plein de choses, et on a créé des conditions menaçantes, en tout cas pour l'habitabilité de notre planète. Dans ce contexte, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc les ESG, vont jouer un rôle
beaucoup plus important et de manière dont les entreprises sont évaluées aussi par les investisseurs, mais les consommateurs. Toutes les parties prenantes d'une chaîne de valeur vont être concernées et vont nous demander des comptes sur ces critères-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus uniquement de bien gérer sur un plan financier nos entreprises, mais aussi de montrer qu'on le fait bien. C'est-à-dire on fait du business, mais on le fait bien. On le fait bien vis-à-vis de la planète et vis-à-vis du développement durable. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a les entreprises. En France, le tissu de PME est important. Et qui mieux que l'entreprise, les acteurs sont vraiment les acteurs incontournables de nos sociétés, pour initier ce changement. Et vous allez voir qu'on a les moyens de le faire. On peut contribuer, nous, en tant que PME, en tant que filière PEPAM, à une économie plus durable et inclusive. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà bien des bonnes pratiques dans nos entreprises. On ne le dit pas toujours, on ne le formalise pas, on fait faire des diagnostics, mais on s'en sert comme un cahier des charges qualité. Mais il y a quand même des valeurs sociétales fortes lorsque M. Vanier embauche une équipe pour aller emblaver quelque part dans des parcelles près d'un territoire et qui vont intéresser une commune dans laquelle on va perturber peut-être un environnement traditionnel. On va investir dans l'innovation parce qu'on n'a pas envie de rester avec des machines obsolètes ou avec des modes de calcul obsolètes ou en intégrant l'IA ou des choses comme ça. Donc toutes ces bonnes pratiques, on les a déjà dans nos entreprises. Et la gestion des impacts environnementaux, c'est pas d'hier qu'on le fait. C'est il y a bien longtemps qu'on fait attention à l'eau qu'on utilise pour arroser, à utiliser moins de pesticides, voire à passer au bio. On soigne nos sols, on gère nos ressources. Donc tout ça, on l'a déjà. Pourquoi ne pas en parler ? Mais comment le faire ? Il faut que tout le monde puisse nous lire, nous comprendre. Et donc, à ce compte-là, faisons des grilles de lecture qui puissent être accessibles à tous, qui montrent, avec un peu de transparence, la traçabilité que l'on met dans nos process de fabrication, qu'on fait des bilans carbone, faisons des tables de concordance entre les acteurs de la filière, entre un acheteur et un vendeur et un fournisseur. Essayons de parler le même langage. Rapportons un petit peu ce que nous faisons, écrivons-le, faisons-le savoir aux acteurs de marché. Pour cela, le cadre réglementaire, il nous a devancé un petit peu. Dans mon nombre de filières agricoles, on entend parler de choses qui se passent avec les législateurs. Et ce n'est pas seulement en France, mais aussi au niveau européen. Et on veut nous imposer des règles dans un cadre assez strict. On entend parler de CSRD. Et on le dit en anglais, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc on n'a pas trouvé de traduction en français pour l'instant. Et donc on impose des exigences de plus en plus rigoureuses à nos entreprises et à nos filières de production sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Les donneurs d'ordre, ils se saisissent de ces cadres normatifs parce que sinon, ils vont être mis à l'amende. Donc forcément, à un moment donné, pour piloter leur performance en s'appuyant sur ces cahiers des charges, ça va ruisseler sur les PME. Et le facteur humain, là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait ? Il est quand même important, la société évolue, elle change, on a d'autres envies et il faut en prendre soin. Parce que dans nos entreprises, il y a bien longtemps qu'on fait des choses pour nos salariés, mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va s'intéresser à la qualité de vie au travail et à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Tout ça fait que si on n'est pas en mouvement, il faut qu'on se mette en mouvement. On a des savoirs, on a des choses que l'on fait que l'on ne dit pas. On a un cadre réglementaire qui va exiger de nous si nous, on ne se porte pas volontaire. Alors mettons-nous en mouvement. Plutôt que de subir, faisons les choses. Prenons les choses en main. Et on voit bien que la RSE, aujourd'hui, il y a des outils accessibles pour tout le monde. On va en parler. Et sur les bases d'une gouvernance RSE, Bioplan en est une preuve encore récente. On est tout jeune, on a 15 ans d'existence. Mais aujourd'hui, moi, je peux attester qu'avec une gouvernance RSE, on peut faire avancer le schmilblick, construire des beaux projets rentables et qui sont porteurs d'avenir pour nos jeunes. On peut structurer la communication de ce que l'on fait. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour parler de nos OSG et de ce que l'on fait en extra-financier dans les entreprises. On peut aussi utiliser des outils simples pour s'approprier l'idée de la RSE si on ne l'a pas encore. Et il y a des gens qui peuvent nous accompagner sur ces sujets. On va rentrer tout de suite dans le dur avec Jean-Raymond. Jean-Raymond, j'ai envie de te demander aujourd'hui que s'inscrire dans une démarche RSE pour toi, au début, ce n'était pas évident. Lorsque tu crées une entreprise en 1989, on en était vraiment très très loin. Et aujourd'hui, tu me dis que, oui, tu fais quand même de la techno de conservation.
La traçabilité, elle est là. Tu innoves. Tout ça. Parle-nous un petit peu de tout ça et dis-nous un peu comment toi, tu vois cet engagement RSE dans ton entreprise. Merci pour cette belle question. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer déjà par peut-être représenter un petit peu ce qu'on fait chez PMA 28. Et puis dans le groupe Plantes et Fruits, donc moi je suis à la base je suis agriculteur dans le Eure-et-Loir. On a en effet démarré une activité de diversification en 89 en s'intéressant aux plantes aromatiques et médicinales. Donc aujourd'hui, on cultive 60 espèces différentes de plantes aromatiques et médicinales chez PMA 28, mais on en fait aussi l'importation et le négoce. Nous, la démarche, on l'a démarré en 2019. En 2019, j'avais dans l'entreprise, il était passé quelqu'un qui s'appelait Pierre-Yves Copy, qui était resté au service agro il y a une quinzaine d'années, maintenant ça fait 20 ans, qui était passé au service agro, avec qui on était donc resté en contact. Pierre-Yves, il était parti dans un groupe qui s'appelle Diana. Et puis, on se rencontrait régulièrement et on se disait que ce serait intéressant de pouvoir travailler ensemble. Donc, on a eu l'opportunité de le faire en 2019 et donc on a repris une société qui s'appelle Fruit of Food, donc qui fait des fruits déshydratés sous vide dans le nord de l'Eure-et-Loir. Et donc, on a créé pour ça une holding qui a supporté l'investissement. Donc aujourd'hui, on a un petit groupe, donc Plantes et Fruits, avec 4 structures, donc PMA 28, qui compte environ 70 salariés, Fruit of Food, une trentaine de salariés, donc des fruits déshydratés sous vide pour les thés infusions, pour les confiseries, etc. Entre-temps, on a créé une huilerie, donc les huileries de Beauce, qu'on a créées en 2020. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir cultiver des graines oléagineuses en bio dans notre région et les transformer localement à Châteaudun. Et puis, on s'est un petit peu emballé. Et donc, on a repris une chanvrière qui s'appelle Gatti-Chanvre, donc qui est basée à Prunay-sur-Essonne. Donc tout ça, ça fait 110 salariés et environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on n'avait pas trop les idées claires sur les RSE. On avait des clients qui nous en parlaient. Il y avait différents concepts ou façons d'aborder le sujet. Il y avait le Fair for Life. Il y avait d'autres possibilités. Donc, ne sachant pas trop où aller, on a commencé par embaucher une collaboratrice qui a travaillé sur le RSE et qui a fait un petit peu le tour de tout ce qui existait. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est dit, il existe un référentiel qui est l'ISO 26000, et en l'occurrence le 26030. Et donc, on a demandé, et donc on s'est rapproché du bureau Veritas. Et donc, on a mis en place cette démarche dans le groupe. L'intérêt, c'était aussi... donc là, on avait une structure PMA 28 qui était existante, qui a 30 ou 35 ans d'existence, et on reprenait une structure Fruit of Food. Alors, même si on est à 70 km les uns des autres, mais il fallait aussi qu'on apprenne à travailler ensemble, à se connaître. Et c'était aussi l'idée de pouvoir, je dirais, échanger, de se rapprocher, de faire un travail collaboratif entre les différentes équipes, et donc faire ce travail de RSE et de mélanger les équipes dans cette réflexion. Et donc ça part d'une démarche volontaire. Exactement. C'est quelque chose qui est initié par les dirigeants. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Ça ne vient pas de la base, c'est pas un cahier des charges qualité. Non. C'est une volonté de travailler ensemble d'une autre manière. Exactement. De faire un petit peu un bilan de ce qu'on faisait déjà. Alors nous, on est quand même dans le monde agricole, dans le végétal. Donc on a déjà, je dirais, on n'est pas dans la pétrochimie. Donc on a déjà plutôt des avantages dans le RSE. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, etc. 26030, l'ISO 26030, on n'est pas certifié. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, oui, monsieur, vous répondez, je vous donne une certification, on vous dit, voilà, votre niveau, il est acceptable, ou voilà, il y a des choses qu'il faut améliorer. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que c'est en fait une démarche qui est évolutive. On part d'un point, on se donne des ambitions. Donc on a un groupe de pilotage, un copil, avec je dirais, un certain nombre de salariés qui sont impliqués dans cette démarche-là.
Et puis après, on a fait tout un travail. On a été voir les différentes parties prenantes. Donc les fournisseurs de plantes, fournisseurs de matières premières, fournisseurs de fruits, mais aussi fournisseurs de matériel, de services, etc. On les a interviewés, etc., pour monter notre démarche de RSE et de construire cette démarche, la mettre en place et la faire évoluer. Donc vous pouvez remarquer que là, à aucun moment, à part ISO 26030, aujourd'hui, Jean-Raymond a parlé de RSE, de RSRD, de VMS, de ECG, etc., etc. Non. Parce que dans nos métiers, dans nos filières, c'est le bon sens qui prime. La plupart du temps, on se lève le matin pour faire un produit bon, bien cultiver nos jardins et faire en sorte que tout aille bien. On n'est pas encore dans une réglementation très stricte. Par contre, il a un client qui sont les laboratoires Fabre, qui eux, ont été sensibilisés depuis le haut en disant attention, votre business, il faut qu'il soit bien, sinon en Europe, on va peut-être vous punir ou peut-être vous faire remonter des choses en disant même si c'est pas une norme, il va falloir que vous montriez patte blanche sur ce que vous faites parce que vos produits, ils finissent chez le consommateur, chez l'utilisateur, et on a besoin de savoir ce qu'il fait. Alors, au laboratoire Fabre, ils ont mis en place des systèmes assez complets et qui vont assez loin puisque vous en êtes jusqu'à créer un concept. Vous avez appelé ça Green Mission Pierre Fabre, dont Alexandre est aujourd'hui le leader. Et il va nous dire un petit peu comment, chez Laboratoire Fabre, on est venu à conceptualiser la RSE. Alors, pour présenter rapidement effectivement le laboratoire Pierre Fabre, pour faire un petit historique, création, donc le laboratoire Pierre Fabre, ils ont 60 ans, créé effectivement à l'origine pour une activité Pierre Fabre médicale d'une part, cosmétique d'autre part, chiffre d'affaires plutôt galant entre les deux. Ce qui va nous caractériser, en fait, ça va être tout d'abord effectivement cette dualité d'activité qui est très riche en termes de diversité, puisqu'on est sur des statuts différents en termes de produits finis, etc. Autre spécificité, l'ancrage territorial. Ça fait partie de la RSE, mais effectivement pour nous c'était acquis depuis les années 60. On a la volonté effectivement de rester sur le territoire dans le sud-ouest de la France, principalement dans le Tarn. Concrètement, 90% de notre production des produits finis sont réalisés en France. 100% de la recherche est réalisée en France. Autre spécificité, c'est nos systèmes de gouvernance. On a la chance, en tout cas moi en tant que salarié, je peux dire que j'ai la chance effectivement de faire partie d'une entreprise dont 90% des capitaux sont détenus par une fondation d'entreprise. Donc on n'est pas coté en bourse, on n'est pas soumis effectivement à des objectifs et des injonctions, on va dire, spécifiques en termes de rentabilité. C'est bien sûr notre objectif, bien sûr, comme toute entreprise. Mais l'objectif, effectivement, on sait où va l'argent, effectivement, lorsque l'on a effectivement une croissance forte. Et le dernier caractéristique, ça va être l'inspiration de la nature pour fabriquer effectivement nos produits finis. À l'origine, les laboratoires Pierre Fabre, c'était un médicament, et ça l'est toujours d'ailleurs, il existe toujours, un médicament à base d'une plante, le fragon, le petit hou. Et puis au fur et à mesure, effectivement, on a pu continuer. Et encore aujourd'hui, à peu près 36% de notre chiffre d'affaires est porté par des produits finis dont l'actif est issu de la plante. Donc voilà, ces 4 critères vraiment caractérisent l'entreprise. Et donc, ça montre bien finalement cet ancrage, cet ADN autour effectivement de l'engagement sur l'environnement, sur la traçabilité. Tout ça, ce sont des acquis effectivement que l'on a eu au fur et à mesure. Et à un moment donné, on a eu besoin de structurer effectivement cette démarche pour d'une part arriver à capitaliser, puisque dans une grande entreprise, on a plus de 10 500 salariés. Grande entreprise, très souvent, effectivement, comme disait Jean-Raymond, on fait plein de choses, c'est pas forcément structuré, et donc on a souhaité structurer cette démarche-là en définissant une ambition, des objectifs, des indicateurs, des axes d'amélioration. On l'a fait tout d'abord tout seul dans notre coin, et puis après cela, on a souhaité effectivement avoir une caution extérieure pour évaluer cette démarche. On a regardé un petit peu les différentes démarches. Effectivement, l'ISO 26000 s'est développé à cette époque-là, et on a fait le choix dès 2010. Première évaluation ISO 26000, elle date de 2010. Et d'ailleurs, encore cette semaine, on est en renouvellement de l'évaluation. En ce moment, on travaille avec l'AFNOR, donc c'est le label, c'est l'évaluation engagée RSE, effectivement, dont on souhaite le renouvellement au niveau exemplaire. On est d'ailleurs la première entreprise de notre taille, de 10 000 salariés, effectivement, à atteindre ce niveau. Et l'objectif,
comme disait Jean-Raymond, effectivement, c'est un objectif d'évaluation, d'amélioration continue et basé sur des indicateurs effectivement que l'on compile. Un plan de progrès. Ouais. Donc vous voyez, là, ça se complique un petit peu. Là, on commence à parler label, on commence à parler de choses un petit peu plus administratives, on va dire tout ça, formelles. On va formaliser des actions. Et là, on est dans un groupe de 10 500 personnes. Moi, j'ai 15 salariés. Jean-Raymond en a une centaine. Donc là, on change d'échelle. Ben, pour faire discuter tout ce monde, là, j'ai la chance d'avoir invité Fabien. Il va dire qui il est. Dans un premier temps, je vais le laisser présenter son activité. Et puis après, on va le pousser un petit peu dans ses retranchements. Et puis, il va nous expliquer de quoi on parle, avec tous ces vocables que l'on ne comprend pas très bien, malgré tout. Fabien, que fais-tu de ta vie ? Alors, moi, je suis un Angevin, parti d'Angers, revenu à Angers par hasard. Je fais mon parcours en deux temps. Dublin, Londres, Buenos Aires. J'avais jamais pensé revenir à Angers. C'était un peu petit même quand je suis rentré. Voilà. On vit dans des cultures différentes et c'est une richesse. Et on y apprend plein de choses. Et puis, je rentre en France et donc je redémarre une activité. Et là, je fais 10 ans dans la filière produits bio, transformateur d'abord, puis distributeur chez Biocoop, dans un des fondateurs du réseau, hein, la Biocoop d'Angers, où j'apprends toutes choses par ailleurs. Tout de la RSE, hein, des gens qui pensent à la fois économique, à la fois social et à la fois environnemental au quotidien. Et puis, on a envie d'entreprendre. Une fois qu'on a pris autant de risques que moi, on se dit finalement, je suis peut-être accepter que je dois être entrepreneur. Donc voilà, je démarre une activité. Mon père avait un cabinet conseil, je crée un autre cabinet conseil. Qui s'appelle Axeli et qui est devenue une société à mission en 2021. Société à mission, hein, pour faire court, on écrit dans les statuts sa raison d'être et on s'oblige à avoir un audit régulièrement pour envisager. Voilà. Pourquoi on l'a fait d'ailleurs ? Parce que j'en avais un petit peu marre de glisser. Voilà, de dire on aimerait bien faire ça, mais le quotidien nous rattrape et on repousse toujours des engagements pour aller plus loin. Donc, devenir société à mission, c'était une manière de s'obliger, d'une manière volontaire, hein, à avancer plus vite. Pourquoi on crée Axeli ? En partie pour dire à des gens déjà vertueux, là il y en a plein dans la salle, comment on pousse tout le monde à aller plus loin. Parce que mine de rien, la planète se dégrade, le social se dégrade, hein, on oublie, je voudrais m'excuser auprès des personnes femmes, parce que là, on n'est que des hommes sur scène, et je trouve ça dommage. Voilà, dommage. On doit avancer plus que ça, et on doit se pousser à aller plus loin. Donc, on crée Axeli pour accompagner des gens vertueux à aller plus loin. Problème, les gens vertueux nous regardent en disant « Mais nous, on n'a pas besoin, on se sent bien, on est déjà RSE, nous. » C'est ça. Donc, on crée un cabinet où finalement les gens ne veulent pas être accompagnés. Voilà donc, vous voyez un petit peu l'enjeu, hein, le phénomène. Hein. Donc, mais bon, comme il n'est pas venu tout seul dans sa tête, donc il va quand même nous parler un petit peu de tous ces vocables là, parce que si tu veux venir au pupitre, c'est peut-être mieux pour toi, plus facile, parce que là on va commencer à rentrer dans le dur et on va acquérir un peu les moyens d'ouvrir les débats. J'espère qu'ils vont pas tous s'engueuler à la fin, mais en tout cas on va ouvrir les débats sur les engagements réels et concrets que ça peut représenter. D'autant que l'année 2025 est riche en changements. Donc la RSE, on fait entre nous. C'est un système d'amélioration continue qui doit créer de la confiance. Et la transparence attendue par le consommateur et dans la filière, ne serait-ce que pour partager la valeur. Voilà. La RSE, elle agit en amélioration continue pour créer de la confiance. C'est ça, sa fonction. Donc, effectivement, on crée plein de terminologies. Mais moi j'aime bien simplifier, donc là CSRD, taxonomie, standard VSME, critères ESG, tout ça c'est complexe, hein, c'est complexe, il faut l'accepter. Et puis ça peut être différent selon les chaînes de valeur. Hein, on dit RSE dans le monde de la production, le calcul du carbone peut très bien être une partie de la RSE, surtout au niveau d'une activité agricole. Hein, les mots en fait sont très importants.
ben oui, la RSE, ça prend différentes connotations et différents mots. Donc, la RSE, c'est complexe parce que ce n'est pas un système intégré. On va avoir d'un côté des normes, on va avoir de l'autre côté des standards. Ben oui, on aime bien se mesurer pour savoir si on est performant. On va avoir des évaluateurs. La taxonomie, c'est les règles de l'Europe pour savoir est-ce que votre investissement est vert ou pas. Il y a eu des grosses batailles sur est-ce que le nucléaire doit rentrer dans les investissements verts. Et puis, on va avoir effectivement des évaluations des financeurs. Ça s'appelle les ESG. Je vais vous dire rapidement ce que c'est. Et tout ça avec un peu comme objectif de lutter contre le greenwashing. Parce que qui, dans cette salle, n'a pas envie que son entreprise soit réellement valorisée à sa juste valeur et ne voit pas un concurrent passer devant lui alors que c'est du blabla. Quelle est la vraie valeur de l'entreprise? Donc, je vais faire simple. La RSE, c'est une pièce qui a deux faces. Un, la démarche interne de l'entreprise. Et de l'autre côté, l'évaluation des financeurs sur l'activité de l'entreprise. D'un côté, ça s'appelle RSE, de l'autre, ça s'appelle ESG. Et vous allez voir que ce n'est pas fini parce que l'ESG, elle est devenue exigible, donc elle est obligatoire pour le système bancaire et financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les normes qu'on demande aux banques et aux financeurs, on leur demande que dans leur portefeuille, et qu'ils démontrent l'alignement avec ce qu'ils disent. Contrairement aux autres entreprises, les financeurs ils sont obligés de prouver leur portefeuille. Donc, pour faire simple, il faut qu'ils démontrent, il faut qu'ils amènent la preuve qu'ils font du business bien. Oui, c'est ça. Mais ça veut quand même dire que le marché est devenu co-régulateur depuis le Green Deal, depuis 5 ans, 6 ans. Le marché est devenu co-régulateur. Donc c'est un peu sournois, parce que ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui qui va demander un crédit, elle va être évaluée sur sa RSE pour déterminer son taux d'emprunt. La Banque de France a une note climat, etc., etc. Donc ce qui veut dire que si on ne fait pas attention et si on pense que le sujet est pour les autres, non, c'est pas vrai, c'est sournois, ça peut revenir par la fenêtre et on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup on n'est pas suivi. Donc c'est pour ça que j'explique, le marché est devenu co-régulateur quand même de tout ça. Et puis pour terminer, il y a une question d'accessibilité. C'est sûr que la CSRD, c'est 1750 salariés minimum depuis 15 jours. Ce n'est pas exactement les terminologies qu'on va utiliser dans les entreprises de notre filière. Dans les entreprises PME ou en production, ça c'est sûr. Donc il faut rendre tout ça accessible. Il va falloir aligner tout ça. Et en France, on a été un peu dans le chic d'aller un peu transformer très très vite la directive européenne. D'autres pays ont ralenti. Et puis finalement, je ne sais pas si on doit remercier Trump, mais en gros, on avait quelque chose de très complexe qui a eu un coup de boutoir trumpiste qui a fait qu'on est revenu en arrière sur pas mal de choses. C'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est quand même l'objectif, c'est quoi d'une directive comme celle-là? C'est d'industrialiser toutes les données extra-financières d'une entreprise. Plus personne ne se pose la question d'enlever la compta dans une entreprise, on est d'accord? Ou d'avoir des comptas différentes. Bon, c'est la même chose sur l'extra-financier. C'est ça. On cherche finalement à arrêter le greenwashing par la comparabilité des choses et de rendre tout ça possible et accessible. Lisible, possible et accessible. Tout à fait. Donc, pour terminer, on est dans un moment normatif qui est en train de se clarifier. On n'avait pas de normes réellement qui pouvaient être certifiables, etc. L'Europe est en pointe. C'est plutôt l'Europe qui est en avance sur tout le monde là-dessus.
Mais on est dans un moment où on a failli avoir des trucs très compliqués. Là, on vient d'avoir une simplification qui s'appelle Omnibus, qui permet de revenir sur Terre un petit peu dans le monde entrepreneurial, qui permet par exemple de protéger les PME sur ce que les grands groupes vont pouvoir leur demander. Hein, c'est pas une paille, c'est de dire vous n'avez pas le droit, vous, grands groupes, de demander plus d'infos que ça, que celles que l'on donne. Qui sont en dessous de vous. Hein. Donc, ça, en gros, on est dans un moment qui a failli être compliqué, mais qui s'est... Voilà, on retombe sur nos pattes et on a plutôt une simplification, enfin, de la RSE. Voilà. Très bien, merci voilà. Fabien. Je ne sais pas si ça éclaircit tout le monde, mais vous voyez, c'est quelque chose de très complexe lorsqu'on va entreprendre de s'engager en développement durable, c'est vrai, mais aujourd'hui, par la formalisation de labels simplifiés, on arrive à être accompagné et à formaliser une situation d'entreprise extra-financière vis-à-vis d'un donneur d'ordre ou d'une autre partie prenante. Donc Jean-Raymond, je reviens vers toi. Tu m'as parlé d'ISO 26030 tout à l'heure, c'est une norme qui est exigeante, une norme de progrès, hein, où on est noté par des pourcentages, des lettres, donc des choses voilà, qui nous donnent une sorte de ligne rouge, de fil rouge à suivre pour performer sur l'extra-financier. Mais tu fais aussi d'autres qualifications. Tu es audité par des labels qualité, par d'autres labels bien compliqués, par des labels qui te sont demandés par tes clients. Hein, parfois. Hein, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Qu'est-ce que tu veux lui dire à Alexandre quand tu dis moi je fais tout ça, et puis finalement, au bout du compte, je me trouve avec un commercial de chez toi qui me dit non, moi c'est ce prix-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Moi je lui dis que c'est pas assez cher. Voilà. Ça, c'est toute la... En plus, on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec Alexandre, puisqu'on a fait un peu de business avec Pierre Fabre. Et donc, il y avait un acheteur, Jean-Bernard Falipou, qui, après 35 années peut-être de carrière chez Pierre Fabre, est parti à la retraite. Et puis, on a un petit jeune qui arrive, là, et puis qui nous dit, oui, monsieur Vanier, il va falloir me faire une proposition sur telle matière. Alors, je dis, bon, on va être raisonnable, on va maintenir le prix. On va maintenir le prix 2026 par rapport à 2025, qui était déjà raisonnable. Ben non, c'était pas raisonnable. Donc, il a fallu qu'on fasse un effort. J'ai appelé Alexandre pour lui dire, dis donc, ton acheteur, il fait chier. Et puis, bon, bref, voilà. Alors, moi je vais revenir aussi sur des choses un petit peu pratico-pratiques, parce que là, on a évoqué des grands principes. Comment ça se joue Comment ça se vit ? Ouais, comment ça se vit, voilà. Comment ça se vit dans les pratiques. Donc, il y a l'environnement, il y a le social, le sociétal. L'environnement, nous, à notre niveau, c'est des pratiques qu'on peut améliorer. On a mis en place d'ailleurs avec Pierre Fabre un travail avec Gaillago pour capter du carbone dans le sol. Donc c'est une démarche qu'on a commencée il y a 2-3 ans, en troisième année en 2025. Donc on a fait des analyses, on a regardé quel était le carbone qui était capté dans le sol, et puis on refera au bout de 5 ans la même chose. Et puis on est en train de faire un travail aussi... par ailleurs, avec une autre société que j'ai rencontrée dernièrement, qui propose aussi un espèce de c'est pas un fertilisant, c'est un... Comment ? Merci. Un biostimulant. Bon, ils se parlent toujours, hein, vous voyez, ça, Ouais, ça a pas mal. Ça a du bon, la RSE. Hein. Un biostimulant pour justement éviter d'apporter des fertilisations PEK et plutôt aller extraire les parties qui sont bloquées dans le sol. Bon, voilà. Donc ça, c'est du RSE sur la partie agricole. Nous, on a aussi la chance d'avoir des cultures, ce qu'on appelle bas intrants. Chez Gatichambre, on cultive du chanvre. Le chanvre, zéro pesticide, 70 ou 80, 90 kilos d'azote à l'hectare. Et bien, on est en contact avec les agences de l'eau, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, qui ont des problèmes de qualité d'eau sur les zones de captage en eau potable. Et donc, on a fait un deal. Vous nous subventionnez et puis et on va essayer de proposer aux agriculteurs avec qui on travaille, aux agriculteurs qui sont sur ces zones de captage en eau potable, et bien ces cultures bas intrants, à la fois du bio. Dans le chanvre, on est à 60% pratiquement des surfaces en bio, 40% en conventionnel. Voilà le genre d'action qu'on met sur la partie agricole. La partie sociétale, c'est plutôt essayer de travailler, je dirais, avec des partenaires locaux. On a créé les huileries de Beauce. On devait faire un investissement avec
du matériel, une presse allemande, Reinhardt, pour pas les citer. Et puis j'en discute avec un collègue étranger, un Autrichien, qui me dit « Attends, nous, on a acheté du matériel français. » Ah bon? Et ben voilà. Donc il me donne les coordonnées de la société, et au final, on a investi dans du matériel français. Voilà, ça c'est aussi du sociétal. C'est d'essayer de, tant que faire se peut, développer du business localement. C'est aussi du social. Je vais accélérer. Le social, on a mis en place. Tout va bien, t'inquiète pas. On a mis en place avec les collaborateurs ce qu'on appelle le club citoyen. Le club citoyen, donc, ce sont des salariés qui, sur leur temps en entreprise, mais aussi en temps perso, se proposent d'animer ce club citoyen. Donc là, il y a une dizaine de salariés dans l'entreprise, dans les différentes entreprises, et puis mettre en place des actions tous les mois. Donc des actions, ça peut être déjà d'aller... alors on travaille aussi avec une apicultrice. Donc c'était d'aller, par exemple, visiter l'apicultrice, savoir quel est son travail, comment ça se passe, combien de temps vit une abeille, etc., etc. On a un collaborateur qui s'intéresse aux chevaux, donc ils sont allés et donc je ne sais plus quel est son rôle, mais enfin qui participe aux compétitions, etc. Donc ils sont allés un samedi sur l'hippodrome de Chartres, etc. Donc il y a des animations qui se font. On fait aussi des opérations de collecte. Là, il y a une opération qui est en cours pour Noël, pour donner des cadeaux, de l'argent à des associations. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se font sur l'aspect social. On a fait aussi l'évaluation, ce qu'on appelle le QVT, la qualité de vie au travail. On a fait un sondage auprès des salariés. Bon, on a une note de 7 sur 10, qui me somme toute est je dirais très acceptable. Et puis après, on refera. Voilà, on a fait un bilan RSE avec un petit document, le rapport RSE 2024. Donc on va faire vivre tout ça. Des choses aussi concrètes. On a acheté un bâtiment industriel à Châteaudun qui était éclairé avec des néons. Et ben on a changé les néons, on a mis des LED. Donc voilà. Donc on a un certain nombre d'actions. C'est plein de petits morceaux droite à gauche. Voilà. On a des déchets végétaux aujourd'hui qui partent à 100% en méthanisation, voilà, etc., etc., etc. Donc c'est pas des choses très compliquées. La chose c'est qu'il faut les formaliser, il faut les mettre par écrit, il faut les faire vivre. On a un comité de pilotage, on se réunit 4 ou 5 fois dans l'année. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'avancent pas. On s'est engagé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 10% d'ici 2030. Alors 10%, c'est pas impossible, sauf qu'entre-temps, j'espère que l'activité aura progressé et au final, c'est pas 10%, parce que si on baisse de 10% et puis que l'activité elle a progressé de 15 ou 20%, enfin voilà des petites choses concrètes. Ce qu'il faut, c'est en effet faire des évaluations. On a fait un bilan carbone. Le bilan carbone, il y a deux choses qui ressortent principalement du bilan carbone. Ce sont les intrants, biens et matières, et puis le fret. Voilà. Et donc le fret, dans le fret, il y a le fret aérien. Le fret aérien, même si on n'en fait pas beaucoup, tout de suite, ça vient impacter énormément votre bilan carbone. Voilà. C'est plein de petites choses comme ça. Parce que tout à l'heure, on a évoqué des grands... Oui, des grands thèmes. Mais thèmes. Mais voilà, au quotidien, c'est des petites choses qui, tout ça mis bout à bout, et bien voilà, j'en finis, on a fait des travaux, on a agrandi les bureaux. À Varise, on avait une chaudière fuel. On s'est dit, elle va plus être suffisamment conséquente. On a mis des pompes à chaleur. Et là, c'est 10 000 litres de fuel en moins. Vous voyez, Jean-Raymond, on l'arrête plus maintenant. Voilà. Et puis j'ai isolé les bureaux avec du chanvre. Voilà. Non, mais maintenant, tu vas arrêter maintenant, parce que tu vas laisser la parole aux autres. Donc voilà. Donc c'est aussi ça la RSE. C'est-à-dire que quand on y met le doigt dedans, on y met le bras et on y met tout le reste. Et c'est porté par les dirigeants, parce que finalement, on trouve du bon sens à tout ça, de pouvoir communiquer ce que l'on fait. Et lorsqu'on l'écrit, lorsqu'on formalise, on peut aller trouver un client et lui dire, voilà, toi, tu fais Green Mission super sympa, c'est vraiment génial ton truc. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour être qualifié. Qu'est-ce que tu réponds à Jean-Raymond ?
Alors, juste pour rebondir avant de répondre à ta question, je vais y répondre, hein, t'inquiète pas. Juste pour faire l'historique et le pendant avec tout à l'heure, tu parlais effectivement que l'injonction, on va dire réglementaire, CSRD, portée par les financiers, ce sont des enjeux, effectivement. Pour nous, on s'est engagé par conviction au début, effectivement, dans cette politique RSE. On a structuré la démarche. Maintenant, on voit que la pression réglementaire est de plus en plus forte. Oui, ils se sont saisis de ce truc-là. Ils se sont saisis des opportunités. On reste malgré tout dans la démarche de se dire, ces contraintes réglementaires, faisons-en un levier d'opportunité. Ouais. On fait un levier d'opportunité. Un très bon exemple qu'on peut avoir, c'est depuis 2 ans, par exemple, c'est notre directeur financier nous a demandé, engagez-vous dans le Carbon Disclosure Project, le CDP, c'est-à-dire de déclarer de manière officielle, à travers une démarche effectivement qui est plutôt une démarche anglo-saxonne, que ce que l'on fait autour du carbone. L'objectif étant... Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pardon ? On a fait ça tout simplement parce que ce sont les banques, des investisseurs, ont demandé à notre directeur du financier, on doit prouver qu'on investit correctement dans les entreprises, on a besoin d'éléments comparatifs, et donc on a besoin que vous ayez une note CDP. Donc on s'est engagé là-dedans, effectivement, et là-dedans, dans ces démarches-là, on a fait sur le climat, sur l'eau, la forêt. Dans le cadre de ces démarches-là, effectivement, on doit structurer une démarche, bien sûr, de décarbonation majeure. Donc on avait déjà une stratégie climat qui se traduisait par connaître notre bilan carbone, quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les sources, effectivement, de ces émissions. Il faut savoir que 98% de sources de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire pas notre activité à nous, c'est ça. Ce sont nos fournisseurs. Donc on ne pourra pas travailler tout seul. Encore une fois, pour répondre justement, je fais le lien avec ta question, on ne peut pas travailler tout seul, il faut pouvoir travailler avec les fournisseurs, effectivement, pour que nous-mêmes, on puisse réduire notre impact. Et donc, à travers, si on veut aller jusqu'au bout de cette démarche-là, dans notre trajectoire carbone que l'on a mis en place, on a listé un certain nombre d'investissements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à travers des investissements industriels principalement, des économies d'énergie, des isolations de bâtiments, faire des économies ici et là. Et on sait très bien qu'au final, il restera des émissions résiduelles. On sait très bien qu'on reste une activité industrielle, comme toute activité humaine, de toute façon, elle va émettre des gaz à effet de serre. Et donc on est allé jusqu'à une démarche de séquestration carbone. L'objectif, on s'est engagé effectivement à contribuer à la neutralité carbone globale en 2050, comme s'est engagé l'État français et la volonté effectivement internationale. Donc on veut contribuer effectivement à cet enjeu-là. Encore faut-il pouvoir montrer quel est l'intérêt. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous aussi, de s'engager dans cette démarche-là ? Pour nous, c'est un moyen aussi de contribuer à 2 objectifs. D'une part, essayer de travailler avec nos fournisseurs pour les embarquer et faire en sorte qu'ils réduisent leur empreinte carbone et ils réduisent la nôtre par la même intention. Deuxième objectif que l'on peut faire quand on choisit effectivement notamment des solutions fondées sur la nature pour décarboner, c'est-à-dire planter des arbres, etc., c'est aussi un moyen de contribuer à la restauration des écosystèmes. Chez nous, on va pas forcément parler de carbone quand on va faire ce type de projet, on va parler effectivement de restauration d'écosystèmes, puisque notre enjeu principal, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, on est fortement dépendant de la biodiversité en termes d'utilisation de matières premières végétales, très dépendant en termes d'eau. L'utilisation industrielle, l'utilisation de l'eau pour le secteur pharmaceutique et cosmétique est primordiale. Et on sait qu'on a un impact fort. En 2022, crise, effectivement, crise climatique, on avait un coup près, effectivement, préfectoral. Peut-être que le lendemain, on nous interdit d'utiliser l'eau. Donc c'est un réel enjeu, effectivement, à nous d'anticiper. Et chez nous, toute cette démarche RSE, effectivement, devient un levier d'anticipation. À nous de contribuer pour anticiper, que ce soit les contraintes réglementaires, que ce soit le changement climatique, que ce soit la pénurie effectivement de tel ou tel ingrédient, à nous d'anticiper tout ça pour contribuer à une meilleure résilience de l'entreprise. Et c'est vraiment l'objectif de toute cette démarche-là. Et donc, pour en revenir à ma question, toute cette démarche que tu fais, elle est pour te faire briller, on va dire comme ça, dans ces domaines-là, mais pas que. Mais est-ce que tu t'en sers pour exiger de tes apporteurs qui rentrent dans les cases, ou est-ce que tu t'en sers pour les accompagner à performer ? Alors, on va justement essayer d'accompagner effectivement pour qu'on ait justement un partage de la valeur, justement, et qu'on arrive tous les deux à progresser correctement là-dedans. Oui. Bon, c'est très bien. Vous voyez, la RSE, ça mène même à se parler dans de bonnes conditions, à faire du business bien ensemble. Fabien, ces gens-là, finalement, ils n'ont pas besoin de toi. Ils communiquent bien entre eux. Est-ce qu'ils parlent la même langue ? Oui, je trouve qu'il y a des démarches remarquables. Il faut les féliciter, surtout d'essayer de le faire jusque-là. Voilà. Quand on s'appelle Pierre Fabre notamment, on peut se permettre des fois d'engager des projets. Et
la filière attend les grands leaders sur ces sujets-là. C'est hyper important. Par contre, c'est vrai que dans un accompagnement RSE, les problèmes, c'est de faire parler tout le monde. C'est-à-dire que, mine de rien, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc c'est pas que les salariés ou que les actionnaires, c'est bien les clients, les fournisseurs, toute la filière ensemble doit travailler. Je vous ai parlé de finance, hein. Vous êtes peut-être surpris qu'on parle de finance quand on parle de RSE, mais la réalité, c'est que tout le monde va gagner si tout le monde va bien. Donc, de toute façon, si toute la filière, un peu comme une équipe de rugby, hein, tout le monde fait les petits efforts qu'il faut à sa hauteur, c'est déjà énorme comme principe. Et le deuxième principe, effectivement, c'est essayer de se comprendre. On ne dit pas RSE de la même manière au niveau de la production qu'au niveau de la transformation et au niveau de la distribution. Et il y a des enjeux très différents, hein. Le distributeur, il a besoin surtout de prouver sa transparence. Bon, bah, s'il n'y a pas la traçabilité du producteur jusqu'au distributeur, il ne peut pas la prouver. Donc on a besoin de tout le monde. Et la RSE, c'est avant tout un projet collectif. Donc est-ce qu'on peut dire que là, d'un seul coup, on passe à raisonner chez soi, à raisonner dans un système beaucoup plus vaste qui englobe toute la chaîne de valeur, de la graine, on va dire, jusqu'à l'utilisateur final? Tout à fait. Prenons un exemple autre que le sport, parce que le sport, c'est un peu facile. C'est la partition de musique, la RSE. C'est arriver à faire en sorte que chacun joue sa partition, trouve une harmonie pour que et la partage de la valeur se fasse le mieux possible et qu'il y ait un dialogue. Mais voilà, la musique nous montre bien qu'il faut que chacun fasse sa partition à sa hauteur, sans sentir que c'est écrasant pour l'un et que ça bénéficie que à l'autre. Voilà. Donc c'est du dialogue. Donc, ils y arrivent. Nous, effectivement, ça nous arrive d'être un peu l'entremetteur. Quand on est un cabinet conseil, on va essayer de faire en sorte que les acteurs se parlent. Mais ils ne disent pas de la même manière. Donc il faut quand même un traducteur qui arrive à remettre au centre l'intérêt collectif. Enfin, voilà, il faut créer que de l'intérêt collectif. J'ai juste une conviction à ajouter, c'est que le changement est possible à petite échelle. Parce que des fois, on veut changer la société, on veut imaginer que tout ça change. À la hauteur d'une petite filière, c'est formidable de se connaître aussi bien, de pouvoir faire des projets ensemble et petit à petit de faire des pas ensemble. Et là, on trouve de l'énergie collective parce qu'on a du succès, parce qu'il y a des projets ensemble qui se mettent en place. Et là, vous serez d'accord avec moi si je dis que il ne s'agit pas d'avoir 1500 salariés, 150 ou 15. Hein, c'est juste une vision commune d'une planète meilleure. Et là, c'est plus des mots, c'est vraiment des faits qui sont formalisés dans des actes et dans des certifications. Hein, vous voyez, toute cette démarche-là, aujourd'hui, on la vit au quotidien, dans nos entreprises, et on fait en sorte de faire du business bien. Je vais juste témoigner, moi aussi, je suis sur un dossier de financement en ce moment. Je peux vous garantir, j'ai reçu toutes les banques du quartier. Les deux choses qui m'ont demandé après mes comptes, c'est le questionnaire partie prenante et le rapport de développement durable. Ça veut dire que ces critères-là, ils ont leur place dans un comité bancaire pour décider d'accompagner un investissement ou pas. Donc, soyez vigilants. Entourez-vous, il y a des gens pour vous accompagner. Aujourd'hui, le tissu est riche sur notre territoire. En France, on a la chance d'avoir énormément de personnes bien formées aujourd'hui dans ces domaines-là. Et donc, si vous voulez bien, on va essayer de conclure. Et puis après, on aura peut-être 5 minutes pour les questions. Hein, pas plus. Oui, il est dur. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, on va aller là. Donc, si on résume un petit peu le sujet qu'on a traité cet après-midi, c'est établir des tables de concordance entre les acteurs de la filière, hein, on vient d'en parler, c'est-à-dire à être un traducteur lorsque les acteurs n'arrivent pas à se parler tout seuls. La RSE, grâce à des référentiels communs, elle va pouvoir aider. Elle va nous permettre de mesurer les impacts vraiment dans les catégories environnementales, sociales et de gouvernance, avec encore une fois des normes communes, challengeantes, puisque ce sont des plans de progrès, hein, des plans qui nous permettent d'amélioration continue. Elles vont nous permettre d'adopter un référentiel qui soit comparable sur toute la chaîne de valeur et sur les autres segments de l'activité économique, sur les autres secteurs. On pourra comparer la filière PEPAM de la filière fruticole, parce qu'on ramène tout ça
à des critères comparables sur la durabilité d'un système. On va pouvoir aligner des objectifs commerciaux avec les engagements RSE, c'est-à-dire qu'un commercial demain, le commercial de Fabre, il ne va pas pouvoir te dire non, moi ce prix, je veux encore 10 centimes de moins. Non, parce qu'il sait qu'on est complètement en compliance avec les exigences RSE du donneur d'ordre et que parmi ces exigences-là, il y a un respect et il y a aussi une équité à travailler. Il ne pourra plus s'en affranchir. Et la dernière chose, c'est que quand on fait toutes ces choses bien, il faut apprendre à communiquer. Il faut les communiquer en toute transparence sur tous ces critères. Pourquoi ? Parce que demain, un financeur, lorsqu'il sait que vous communiquez sur ces éléments-là, il va en demander la preuve, vous pouvez la fournir et vous remplirez les grilles de critères qui vont permettre de passer en commission. Voilà, je conclurai là-dessus. Je veux remercier ces grands témoins, Jean-Raymond, Alexandre et Fabien, pour cet échange. Et puis, si vous avez des questions, allez-y, on est là pour vous répondre. Ils ont plein de choses dans la tête. Je pense que voilà, ils sont là aussi pour ça. Merci. Vous êtes formidables tous les quatre, c'est un plaisir de vous entendre. Quand on est producteur de plantes, je dirais la RSE, c'est souvent entre 19h et 20h, quand le téléphone ne sonne plus, quand les employés sont partis, à rédiger de la paperasse. Alors, est-ce que la toute nouvelle interprofession ne pourrait pas prendre en main le dossier de manière à ce qu'on ait des formulaires RSE à remplir qui soient faciles, qui soient à peu près tous les mêmes, qui soient intelligents, qu'on ne nous demande plus si on fait travailler nos enfants. Oui, moi j'ai fait travailler, ils sont là. Et donc, est-ce qu'on peut faciliter ? Parce qu'on s'aperçoit, quand on est producteur de PAM, on a des dizaines de clients, c'est pas plus. Et on se retrouve avec des dossiers de RSE qui viennent de tous les côtés, et avec les dossiers qualité en plus, je dirais. Et ça fait un travail administratif énorme. Et il y a quelqu'un hier qui disait « Oui, quand je remplis du papier, je ne suis pas dans mes champs ». Et effectivement, c'est le problème. On a une suradministration en France et il ne faudrait pas que la filière nous fasse perdre beaucoup de temps avec tous ces dossiers RSE à remplir. Je vais répondre juste sur une partie. On va laisser le président qui parle après nous dire s'il y va, mais ça c'est pas notre sujet. En tout cas, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de faire des questionnaires simplifiés. La simplicité, c'est un grand mot, mais c'est très dur. Faire simple, c'est très dur. Donc, attention à garder le bon sens de faire simple, mais c'est très dur. On a fait un petit projet avec Phytolia une fois, je me souviens, où on avait essayé effectivement de faire de la reconnaissance de référentiels, en fait, effectivement, et pas refaire des choses supplémentaires. Moi, mon conseil, c'est surtout ça. C'est effectivement, ça pourrait être un projet, mais il faut aussi reconnaître les choses que vous faites déjà. La traçabilité, tout ce qui est déjà utile dans un questionnaire RSE, ce que vous faites déjà, il devrait être pris en compte. Donc, il faut surtout faire un gros travail d'alignement de ce que vous faites déjà. Parce que ça, c'est essentiel avant de se lancer dans un projet qui pourrait paraître simple mais qui est très compliqué. Oui, si je peux me permettre, nous, on est une petite entreprise aussi. Et comme vous dites, on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir. Et c'est vrai que les papiers, faut en faire, mais bon, voilà, c'est toujours pénible. Il faut vous dire que le formalisme, comme dit Fabien, il est une fois. C'est le diagnostic que vous faites, ce que vous posez comme plan d'action. Le reste, vous le vivez. Donc le jour où vous allez travailler sur un référentiel où vous faites allusion à l'interprofession, alors je ne sais pas le débat qu'il y a eu hier, mais en tout cas c'est une belle chose qu'une interprofession s'organise et se structure aujourd'hui. Et là, effectivement, je vous rejoins, ça peut être une interprofession, et moi je serais aussi demandeur là-dessus, qu'on puisse construire un référentiel RSE qui soit typé PEPAM. Mais pour ça, on a un laboratoire Fabre, ils ont fait des choses. Des acteurs de la filière l'ont déjà fait. Donc, observons, comme dit Fabien, comme dit Bruno, la chaîne de valeur. Allons voir qui a fait quoi. Mandatons quelqu'un. Il y a des étudiants très, très valables aujourd'hui et très intelligents qui sont capables de faire une compilation et nous rendre un bon travail. Et à partir de là, allons pas réinventer la roue, mais utilisons les référentiels déjà très, très aboutis qu'il y a pour que ça ne soit pas un cahier des charges de qualité supplémentaire, un audit global plus supplémentaire, un abonnement supplémentaire, parce que tout ça, ça se paye, forcément. Donc, mais je vous rejoins, faisons en sorte de construire un référentiel commun, mais ne restons pas figés sur le formalisme administratif, c'est pas l'enjeu en RSE.
C'est juste mettre en avant et mettre en évidence ce que l'on fait chaque jour qu'on se lève pour aller cultiver nos plantes. C'est vraiment ça. Après, il y a des gens pour les mettre en forme et les communiquer. Ouais, après, alors, je ne sais pas si c'est dans ta profession qu'on peut travailler ce genre de sujet, surtout qu'il y a quand même pas mal de sujets réglementaires qui me paraissent encore plus importants que cet aspect RSE. Après, il y a des plateformes qui peuvent aussi t'accompagner. Nous, on travaille sur la plateforme EcoVadis. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une fois un travail, tu remplis, alors oui, il y a un questionnaire, il y a des documents à fournir, etc. Une fois que tu as rempli et que tu as prouvé qu'en effet, tu avais une démarche RSE qui était solide ou en voie de construction, donc nous, on est aujourd'hui médaille de bronze, donc c'est le premier niveau. Voilà. Et après, si tu veux, tes clients vont te solliciter, tu vas leur dire, écoutez, voilà, je vais vous donner l'accès à EcoVadis et vous irez voir sur EcoVadis tout ce qui est déjà en ligne. Et donc, ils peuvent déjà charger, ils peuvent déjà voir tout ce que tu as fait sans que tu leur renvoies en plus des nouvelles choses, etc. etc. Oui, il y a l'outil, il y a le portail RSE du gouvernement, il y a l'Impact Score, l'Impact Score, un outil gratuit, accessible aussi, et qui peut vraiment vous mettre le pied à l'étrier à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment, quelle que soit l'entreprise, de la TPE jusqu'au Maxi Group. Voilà. Très bien, je pense qu'on va devoir arrêter ici. Je voudrais aussi qu'on applaudisse notre animateur, qui a été parfait. Vous avez tous été parfaits d'ailleurs. C'était vraiment extrêmement intéressant et très clair et vraiment concret. Merci beaucoup.